Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Voici le sommaire de Grand Public. La polémique pour ou contre le contrôle des armes à feu, les stars hollywoodiennes se déchirent. Le document Françoise d'Orléac, qui était vraiment la sœur de Catherine Deneuve, morte tragiquement dans un accident de voiture à seulement 25 ans. L'enquête, Pablo Neruda, le prix Nobel de littérature a-t-il été assassiné par le général Pinochet? Notre reportage au Chili. L'entretien, Romain Duris. Décryptage, Billy Elliot, 13 ans après sa création, ce grand classique des années Thatcher est toujours en haut de l'affiche. Les incontournables, le nouveau Wong Kar-wai, le chanteur Arnaud et l'exposition Dynamo. La rencontre, IAM, à quelques jours de la sortie de leur nouvel album, le premier depuis 6 ans, les rappeurs marseillais nous ont reçus chez eux. La personnalité, Franck Dubosc, adoré du public mais méprisé par les critiques, l'humoriste contre-attaque et nous ouvre les portes de son nouveau spectacle. Il est le beauf magnifique de camping, la parfaite incarnation du machiste imbu de lui-même, à tel point que son personnage de Patrick Chirac a presque fini par se confondre avec Franck Dubosc, le vrai. Acteur souvent méprisé par les critiques, comment vit-il ce décalage? Regardez. Sausheim, au cœur de l'Alsace. Franck Dubosc nous ouvre en exclusivité les portes de son tout nouveau stand-up, baptisé Franck Dubosc à l'état sauvage. À quelques minutes du spectacle, ultime répétition, on découvre un comique plus tendre et émouvant qu'à l'habitude. Voilà, c'est là où ça va pas. C'est qu'il n'y en a pas un qui est synchronisé. C'est marrant. Devenir papa, un enfant, c'est comme un tsunami. Sauf que la vague ne repart jamais. C'est comme si tu mettais de l'engrais sur tes emmerdes. Et ça te pousse bien, hein. Moi, je pars toujours de la phrase de fin. Ma phrase de fin, avant de commencer à écrire, c'était « Même quand il fait beau, il faut toujours un petit peu de pluie pour faire un arc-en-ciel ». J'ai toujours ce moment un tout petit peu quand je l'écris, qui me légitimise sur le reste. Je me dis, allez, j'ai cette fin où vraiment je donne de moi-même, je donne un côté un peu différent de moi-même, qui est plus proche d'ailleurs de ce que je suis. Donc je me permets un petit peu plus de saloperie avant. Rencontre avec l'un des humoristes les plus populaires du moment. Capable de remplir des zéniths entiers et de faire triompher des comédies populaires comme Boule et Bill cette année, 2 millions d'entrées. Ou Camping avec son personnage emblématique de Patrick Chirac. C'était extraordinaire. C'est la même équipe, la même ambiance, tout. Patrick Chirac me doit ma vie d'avant et moi je dois ma notoriété, on va dire, peut-être pas ma notoriété, mais enfin, en fait, mon explosion de carrière au cinéma, en tout cas grâce à lui. Une popularité indéniable, mais un talent souvent contesté par la critique. Il peine à se démarquer de cette image de campeur beauf, autosatisfait qui lui colle à la peau. La critique, pour le moment, le regarde comme un crétin. Non, parce qu'on sait très bien qu'il le joue, le crétin. Mais bon, à force de le jouer, il ne faudrait pas qu'on lui colle définitivement cette étiquette. J'ai l'impression qu'il peut tout jouer, mais j'ai toujours pensé qu'il pouvait aussi, à la manière de Bourvil, émouvoir les gens. Dubosc, au départ, c'est un super bon acteur, quoi. Portrait d'un comédien en quête de contre-emploi. À 49 ans, Franck Dubosc est-il capable de sortir de son carcan, du registre des gaudrioles qui ont fait son succès pour nous émouvoir, nous surprendre? Ce soir, pour la deuxième date de sa toute nouvelle tournée, ils sont 900 impatients de retrouver celui qui a connu le succès grâce à ses personnages de dragueurs pathétiques. Il y a l'impôt sur les grosses fortunes, pourquoi il n'y aurait pas d'impôt sur les gros sexes? Je peux vous dire que c'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui ont les plus gros sexes. Je sais de quoi je parle. Non, j'ai pas une thune. Dubosc, déjà 4 stand-up à son actif. Un public conquis par son regard bleu turquoise, son rythme, ses vannes et ses effets lumière. Une mécanique bien huilée. L'humour n'était pourtant au départ pas sa vocation. Non, c'est parce que je voulais jouer. Du tout, du tout. Maintenant, moi, j'ai connu mes premiers succès avec la scène, avec l'humour. Comme je cherchais depuis tout petit à me faire aimer, j'ai un respect énorme pour les gens qui m'ont donné ma chance au public. Donc voilà, donc je me suis mis à travailler, comme un bon élève. Je me suis dit, ça marche ça? Alors je vais travailler. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En humoriste, il séduit les foules,
pas la critique qui lui reproche de ne pas chercher à se renouveler. Le risque, soit qu'il devienne une statue. Ouais. Une statue dans ce personnage qui s'est créé. Ce serait dommage. Avec Camping, il connaît la consécration. 5 millions de spectateurs pour cette comédie populaire. Réussir à porter la comédie, il y a peu de personnes qui peuvent le faire. Quand on voit Franck dans son rôle en Camping, c'est-à-dire qu'il y a peu de mecs qui sont capables de jouer, d'être bon, d'être dans le rythme en étant en slip de bain. Son personnage de Patrick Chirac est la synthèse de dizaines d'années de travail. C'est un espèce de condensé de tous les cakes, mais je dis ça avec un mot, avec une sympathie, qu'on a pu connaître. Il a mis 40 ans à se construire. C'est tout ce que j'ai fait avant, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai bien appris, mal appris, c'est tout ça effectivement ma vie qui a fait, qui a construit Patrick Chirac. Je lui dois beaucoup, beaucoup. 1985. À 22 ans, le jeune comédien fraîchement sorti du conservatoire de Rouen vient de décrocher son premier rôle dans À nous les garçons. Quand on lit le scénario, c'est bien gentil, mais il va falloir le redire. Comme c'était ce qui est écrit, il va falloir le dire devant une caméra. Là, ça change complètement tout. Il faut remettre les virgules entre part. Quand je suis rentré au conservatoire, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je croyais. C'était plus difficile que ce que je pensais. Moi, j'étais le petit jeune con avec sa mobilette qui arrive des quartiers un peu malfamés de la rive gauche de Rouen et qui arrive avec un accent comme ça, puis qui se dit allez, je vais y aller. Hein, on m'a dit conservatoire, il y a de la meuf, je parlais comme ça. J'arrive avec ma mobilette et puis voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était plus sérieux, puis c'était très bourgeois, plein de choses. Donc je me suis mis à enlever mon accent, à faire tout pour enlever mon accent, à essayer de... Je me souviens, j'ai acheté des fringues aux autres élèves pour être un peu à la mode, un peu comme eux, quoi. Je pense qu'il a des blessures, il a des complexes. Il a voulu devenir quelqu'un de grand. Et que tout ça doit alimenter un potentiel dramatique. Un potentiel dramatique qu'il va devoir laisser en suspens. Malgré son premier film, les propositions ne se bousculent pas. Franck Dubosc tente alors sa chance en Grande-Bretagne. Coronation Street, une série très populaire, lui offre le rôle d'un French lover. C'était drôle, j'habitais dans une chambre de bonne à Paris, et puis j'étais dans une grande suite de luxe là-bas, moi c'était tourné à Manchester. Et puis tout à coup, la Manche, traverser la Manche me faisait retrouver qui j'étais vraiment, c'est-à-dire un jeune homme qui faisait des castings, qui n'était pas connu. Donc ça m'a beaucoup aidé après. Des années de galère qui vont forger sa personnalité, nourrir ses ambitions et lui donner envie de changer de registre. Retour à Sausheim. Franck Dubosc savoure sa notoriété, même s'il aspire aujourd'hui à étoffer sa palette d'acteurs. L'an dernier, pour son premier rôle dramatique, il va cependant connaître un échec cuisant. À peine 100 000 entrées pour 10 jours en or du réalisateur Nicolas Brossette. Sans doute qu'une partie du public qui aime beaucoup Franck n'a pas forcément souhaité le voir dans un rôle autre que les rôles qu'il interprète dans ses autres films. Je pense aussi qu'il y a une grande partie du public qui n'est pas forcément acquis à Franck Dubosc, qui n'a pas souhaité faire la démarche d'aller le voir dans un rôle différent. Moi, quand j'ai fait 10 jours en or, je disais parfois, il essaie de faire son Ciao Pantin et tout. Bien sûr que non. Si j'essayais de faire Ciao Pantin, je tournerais un film populaire, dramatique, mais populaire. Ça, c'est faire Ciao Pantin. Ciao Pantin est un film populaire, dramatique. Là, 10 jours en or était un film avec un petit budget, plus intime, pas réservé, pas prêt à faire 1 ou 2 millions d'entrées. Donc voilà. Coup de chance, il les a pas fait. En 2009, Franck Dubosc connaît aussi un échec critique et public avec Cinéman de Yann Moix. Je ne regrette aucun de mes films. Est-ce que c'était catastrophique, aussi catastrophique qu'on le décrit? Non, Cinéman, c'est... Non. Écoutez, moi j'ai appris énormément avec Cinéman. J'ai énormément. En jeu d'acteur, Cinéman m'a permis de faire plein d'autres choses derrière. En septembre dernier, le comédien s'offre au théâtre une totale métamorphose. Il incarne un Allemand gagné par l'idéologie nazie dans Inconnu à cette adresse de Chrisman Taylor. Nous nous redressons, conscients de notre pouvoir, nous relevons la tête face aux autres nations, nous purgeons notre sang de ces éléments impurs. C'est en chantant que nous parcourons nos vallées, nos muscles durs vibrent, impatients de s'atteler à un nouveau labeur, et nos montagnes résonnent des voix de Wotan et de Thor, les anciens dieux de la race germanique.
Et ces mots tuent à petit feu l'amitié qui le lie dans la pièce au personnage de juif américain joué par Richard Berry. Vous savez, un acteur, c'est un acteur. En fait, Franck Dubosc, il est acteur. Hein. Il n'est pas uniquement humoriste, contrairement à beaucoup d'acteurs qui ont peur de l'image qui vont produire dans un personnage aussi désagréable, antipathique. Lui, pas du tout. Et je trouve qu'au contraire, ça l'agrandit. Pour tous les acteurs qui l'ont joué, c'est un contre-emploi d'être un nazi, j'espère. Un rôle sérieux et pas forcément un contre-emploi. C'est peut-être ce que je fais depuis le début qui est un contre-emploi. Et puis mon vrai emploi est là. Frileux, le monde du cinéma rechigne encore à miser sur Franck Dubosc pour porter seul un film dramatique. Il n'y a pas que le courage de Dubosc de se lancer dans des contre-emplois. Il faut aussi que des grands metteurs en scène, voilà, pas n'importe quel metteur en scène non plus lui propose des contre-emplois, mais que soudainement, un type de talent se dise tiens, je vais tenter le coup. Bah, qu'il rencontre son Hazanavicius. Il n'y a pas un autre Hazanavicius pour s'occuper de Franck Dubosc. Franck Dubosc n'a pas dit son dernier mot. Lui promet à l'avenir de s'imposer, de nous marquer dans un grand rôle émouvant. Moi, j'ai juste envie de vous dire, vous verrez. Oui, bien sûr. Vous savez, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours commencé mauvais et fini bon. Parce que je suis un bon élève. Alors, en comédie, j'ai commencé dans des bars, je faisais du stand-up, puis aujourd'hui, je joue dans des très grandes salles, avec beaucoup de monde, quoi que veuille en penser qui que ce soit. Et ben, au cinéma, ben, ce sera pareil. À Hollywood, il y a les acteurs qui en ont des armes et ceux qui sont farouchement contre. Les récentes tueries ont relancé le débat aux États-Unis, notamment celle de l'école de Sandy Hook, celle du cinéma d'Aurora aussi en pleine séance de Batman. Hollywood s'est mobilisé. Des stars comme Dustin Hoffman ou Gwyneth Paltrow se sont prononcés pour le contrôle des armes à feu. Le problème, c'est qu'aucune autre industrie ne les a autant glorifiées. Alors, n'y aurait-il pas comme une hypocrisie? C'est notre polémique cette semaine. Eddie Pizzardini. C'est une lutte obsessionnelle du président américain depuis sa réélection en novembre dernier. Le contrôle des armes à feu. Barack Obama se démultiplie un peu partout dans le pays pour faire avancer la réforme. Car en 2012, l'Amérique a encore payé un lourd tribut aux armes. Massacre dans une école élémentaire de Newton en décembre. Fusillade meurtrière dans un cinéma d'Aurora quelques mois plus tôt. Inévitablement, dans ces occasions, le cinéma américain se retrouve confronté à un problème de conscience. Quelle est sa responsabilité et son pouvoir dans ce débat? Dans ce clip, des vedettes réclament des mesures pour freiner la course à l'armement. Demand a plan. Columbine. If we had just done something yesterday. C'est l'éternel paradoxe à Hollywood. D'un côté, tout le monde est contre la violence des armes à feu, mais d'un autre côté, les armes à feu nourrissent les films d'Hollywood. Alors, au nom de la morale, le cinéma américain a-t-il les moyens de se priver de sa recette favorite? Si les acteurs veulent véritablement lutter contre le port d'armes, première chose à faire, ça serait de dire aux producteurs, de dire aux scénaristes, de dire aux réalisateurs, nous ne jouerons plus dans un film où nous tuons 15 personnes en l'espace d'une heure. Il y a l'art d'un côté, et de l'autre, il y a la responsabilité individuelle de chacun. L'industrie du cinéma n'est pas responsable. Le cinéma américain vit-il de son hypocrisie? Est-il véritablement impuissant dans ce débat complexe sur les armes à feu? À Los Angeles, le milieu du cinéma n'est pas resté insensible aux dernières tueries qui ont secoué l'Amérique. Cette ancienne attachée de presse influente à Hollywood est la femme de l'acteur Adam Scott, que l'on a pu voir dans Aviator de Scorsese ou dans l'une des comédies de Judd Apatow. Naomi Scott a usé de son réseau pour réaliser un clip contre la violence par arme à feu, visionné des centaines de milliers de fois sur Internet. Who they might have been, no more. How many more street corners? How many more? How many more? On essaie de faire passer le message le plus largement possible, de demander des mesures auprès des sénateurs. On avait demandé un plan, maintenant on veut de l'action. Newtown. Je suis impliquée autant que possible et j'espère que ce ne sera pas long. Hollywood a toujours été à gauche. Et donc il est presque obligatoire pour un acteur d'Hollywood d'être contre le port d'armes.
mais c'est d'un côté ce qu'on dit, puis de l'autre côté ce qu'on fait. Voici le modèle d'arme qui a permis aux tueurs de l'école élémentaire de Newton de massacrer 26 personnes, dont 20 enfants. Un choc survenu 5 mois seulement après la fusillade sanglante du cinéma d'Aurora. 12 victimes abattues pendant l'avant-première du dernier volet de la trilogie de Batman. Et là, la polémique rebondit, les liens entre la violence au cinéma, entre les armes au cinéma, et de l'autre, la réalité. Car cette réflexion-là, le cinéma américain y avait déjà été confronté par 2 faits divers plus anciens. 1981, le président Ronald Reagan est victime d'un attentat à Washington. Son auteur, John Hinckley, avoue s'être inspiré du tueur du film Taxi Driver, incarné par Robert De Niro. À la rédaction du magazine The Hollywood Reporter à Los Angeles, on estime que ce fait divers a posé le premier vrai cas de conscience au cinéma américain. Il y a toujours eu un mouvement favorable au contrôle des armes, mais il s'est amplifié avec la tentative d'assassinat de Ronald Reagan. Beaucoup de gens d'Hollywood ont supporté la campagne pour la limitation des armes. Et puis, ça s'est essoufflé. Jusqu'à l'autre terrible tragédie qui éveille les consciences, mise en image dans le documentaire du réalisateur Michael Moore. Le massacre du lycée de Columbine dans le Colorado en 1999. Sur ces images de vidéosurveillance du lycée, on y voit les élèves tentant de fuir les 2 déséquilibrés qui exécuteront 12 d'entre eux et un professeur. Michael Moore en tire un documentaire très critique de la société américaine et de son rapport aux armes. Un film récompensé au Festival de Cannes, aux Oscars et aux Césars. Et pourtant... Un discours à la Michael Moore, c'est-à-dire consistant à dire il ne faut plus produire d'armes, il ne faut plus en posséder. Michael Moore est trop à gauche pour l'opinion publique américaine et en quelque sorte, ses excès le discréditent à son tour. C'est quoi, un flingue de pirate? Car à Hollywood, on est loin du tous contre les armes à feu. Bruce Willis ou Brad Pitt, dans leur dernière grosse production, ne regardent pas à la dépense de munitions et affichent clairement leurs convictions sur le sujet. Je pense que vous ne pouvez pas jouer comme ça avec les droits des citoyens. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Si vous commencez à changer une loi, pourquoi ne pas nous retirer tous nos droits aussi? Car le port d'armes est inscrit noir sur blanc dans la Constitution américaine et précise le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes. Et cet amendement a toujours été défendu haut et fort par Charlton Heston, une légende du cinéma américain, acteur, réalisateur, scénariste dans quelques-unes des plus grosses productions de l'histoire. Une aura qu'il va exploiter comme président du plus puissant lobby pro-armes à feu, la NRA, de 1998 à 2003. Cette puissante association n'a pas souhaité nous faire pénétrer dans son musée à 30 minutes de Washington, où elle expose pourtant fièrement les armes cultes qui ont fait la gloire du cinéma américain, comme le Smith & Wesson de Clint Eastwood dans Dirty Harry ou le HK-94 de Bruce Willis dans Die Hard. Dans le documentaire Bowling for Columbine, pas étonnant donc que la rencontre entre Michael Moore et Charlton Heston débouche sur une profonde discorde. So why don't you unload the gun? Because the Second Amendment gives me the right to have it loaded. Oh, I agree. I totally Le dialogue tournera court. Charlton Heston, agacé, mettra fin à l'entretien bien plus tôt que prévu. Well, I'm afraid we don't agree on that. You think it's okay to just come and show up at these events? On le voit donc, même au sein de la famille hollywoodienne, le sujet divise. Alors pour ou contre, quel poids réel peuvent donc avoir les acteurs qui prennent position sur ce sujet? Je suis absolument convaincu que les célébrités prennent un risque en prenant position. Ils risquent de choquer une partie de leur public. Et ceux qui ont osé se prononcer ont été tournés en dérision dans une parodie du clip de Man the Plane sur Internet. Ils ont été mis devant leurs propres contradictions, armes à la main. Demand a plan. It's time. L'actrice Gwyneth Paltrow a participé à ce clip. Et lors de sa visite de promotion de son nouveau film Iron Man à Paris, elle s'est défendue de toute hypocrisie sur le sujet.
Je ne pense pas que l'industrie du cinéma soit responsable des tueries. C'est une responsabilité individuelle et c'est au gouvernement de s'assurer que les personnes en possession d'armes ne tuent pas des enfants. À court terme, on ne peut pas envisager un changement d'Hollywood. Pour qu'il y ait changement d'Hollywood, il faudrait que tous ces acteurs bien pensants qui dénoncent la violence dans un clip, eh bien, se mettent en conformité avec ce qu'ils disent et disent aux réalisateurs et aux producteurs, on ne veut plus de films violents. Sauf que le cinéma hollywoodien, il a toujours été violent. Si le cinéma semble impuissant, une grande figure de la littérature a donné l'exemple, Stephen King. La star américaine du thriller, souvent adapté au cinéma comme dans Shining, a publié après la tuerie de Newton un essai de 30 pages, Guns, dans lequel il dénonce les lobbies pro-armes, milite pour le contrôle des armes et propose des pistes de réflexion. L'écrivain est même allé jusqu'à faire retirer de la vente l'un de ses anciens romans, Rage, qui aurait inspiré de jeunes meurtriers. Dans le cinéma américain, le débat continue de diviser. On n'a pas fini de voir caracoler en tête du box-office les fusils et canons des gros bras d'Hollywood. Ce n'est rien qu'une vengeance ordinaire. Place maintenant aux documents de grand public. Alors que vient de s'ouvrir une exposition événement consacrée à Jacques Demy à la Cinémathèque, grand public revient sur le destin tragique d'une icône, Françoise d'Orléac, l'autre demoiselle de Rochefort et sœur de Catherine Deneuve. À 25 ans, Françoise d'Orléac était en pleine gloire lorsqu'elle s'est tuée en voiture. Sa beauté fascinante, ses films ont forgé un mythe. Mais c'est une autre Françoise d'Orléac que je vous propose de découvrir. Une jeune femme complexée et qui n'a pas toujours bien vécu le succès de sa sœur. Françoise d'Orléac, la star foudroyée. C'est un document signé Virginie Plot. Paris, samedi dernier. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville, près d'1 millier de personnes venues s'immerger dans l'univers des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, le temps d'un flash mob. Les Demoiselles de Rochefort, c'est notre film préféré en fait, et notre petite sœur, elle connaît toutes les chansons par cœur. En plus, on adore danser, donc c'est vraiment un plaisir pour nous. Tous les ans, on se le refait une fois par an au cinéma. Voilà. C'est la poésie à l'état pur. C'est ça, c'est un petit berlingot de bonheur. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol sol ré do. Un flash mob, une exposition à la Cinémathèque Les Demoiselles de Rochefort s'affiche partout dans Paris. Un film devenu culte grâce à son duo d'actrices, Catherine Deneuve et sa vraie sœur Françoise d'Orléac. À l'origine, c'est elle la star de la famille. Elle avait un tel charisme, elle était très originale, je trouve, physiquement. J'adorais sa voix. Et ça m'a réconfortée d'avoir des taches de rousseur quand je voyais qu'elle en avait. Je pense qu'elle était destinée à être une des petites reines du cinéma français. Elle envoûtait. On ne pouvait pas ne pas tomber amoureux d'elle. Françoise d'Orléac, ou l'une des actrices les plus mythiques du cinéma français, Truffaut, De Broca, Polanski, Demy, elle tourne pour les plus grands, avant de mourir à tout juste 25 ans dans un accident de voiture. Elle incarne une jeunesse perpétuelle, c'est James Dean, enfin. Françoise d'Orléac, l'une des égéries de la nouvelle vague, mais également une jeune femme tourmentée, complexée, disparue en pleine gloire. Retour sur le destin tragique de l'autre demoiselle de Rochefort. Un peu princière comme ça, un peu vaporeuse. Moi, quand je pense à elle, au fond, je pense à quelque chose qui flotte dans l'air, comme ça, comme un voile. Oui. Françoise était quelqu'un qui attirait le regard, qui éveillait la curiosité. Et un homme de cet âge-là, de cette génération, n'avait qu'une envie, c'est de lui faire la cour, quoi. C'est tout. Près de 50 ans ont passé, mais le journaliste et cinéaste Philippe Labro a toujours autant d'émotions en évoquant Françoise d'Orléac. À l'époque, tout jeune reporter, il réalise un documentaire sur les actrices montantes. Françoise d'Orléac. Il tombe sous son charme, au point que 30 ans plus tard, il s'inspire d'elle pour son roman autobiographique Un début à Paris. Effectivement, il y a un personnage dans ce livre qui s'appelle Lucille et qui correspond à ce type de Française, au fond, élégante, passionnante et difficile à saisir, en fait, assez insaisissable. Aujourd'hui, Françoise d'Orléac est souvent présentée comme la sœur de Catherine Deneuve. Mais à l'époque, c'est elle qui est sur le devant de la scène et qui fait entrer sa cadette dans le métier. Mais je crois que c'est à Françoise, non, Catherine, que vous devez d'avoir fait du cinéma.
Oui, c'est exact. Et qu'est-ce qu'elle m'en veut? Comment ça s'est passé? Eh bien, raconte ma chérie. Eh bien, je devais tourner Les Porte-Claques. Et dans le film, j'avais besoin d'une sœur. Et le producteur Francis Cohn m'a demandé si je ne connaissais pas quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Alors j'ai dit, si, j'ai une sœur qui me ressemble beaucoup. Oui, enfin. Enfin, assez. Et c'est comme ça que Catherine a commencé à faire du cinéma. Et elle n'était pas très contente d'ailleurs. Elle l'a fait parce que c'était les vacances, les grandes vacances. Parce qu'on m'y a poussé. J'ai été poussée dans ce métier. Oh, c'est d'une certaine manière, peut-être plus que sa sœur Catherine, une véritable actrice. Hein. Catherine Deneuve, elle n'a jamais fait de théâtre. On peut dire d'une certaine façon que la meneuse, c'est à la fois l'aînée, Françoise, et en même temps, c'est aussi celle qui commence la carrière. Fille de comédien et de doubleur de cinéma, Françoise d'Orléac n'a pas 10 ans lorsqu'elle débute. Elle est la voix française du film de Comencini, Heidi, avant de s'inscrire au conservatoire. Sur ces images, elle a tout juste 20 ans et affiche déjà une solide ambition. Depuis que je suis petite, j'ai rêvé de faire du cinéma et du théâtre. J'ai rêvé d'être comédienne, toujours. Est-ce que vous faites à peu près les choses dont vous aviez rêvé? Pas encore, non. Pas encore? Oh non. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu quels étaient ces rêves ou quels y sont? Oh, c'est-à-dire que je voudrais devenir une très très grande comédienne, et autant au point de vue comédie pure qu'au point de vue... Enfin, je veux dire être connue des autres personnes, enfin, au point de vue public. Très vite, elle tourne pour les plus grands, Michel Deville, Édouard Molinaro, René Clair, et finalement explose dans L'Homme de Rio de Philippe de Broca en 1963, face à Jean-Paul Belmondo. Le Brésil! Le Brésil! Mais écoute! Mais arrête un peu! Quel homme vous êtes? Tu me reconnais? Non, mais ça ne fait rien, oublions tout. À 22 ans, elle devient Nicole dans La peau douce de François Truffaut, un tournant. Le film est présenté à Cannes face au parapluie de Cherbourg dans lequel joue Catherine Deneuve. Et c'est la cadette qui remporte tous les louanges. Il a la Palme d'Or, les parapluies de Cherbourg, avec Catherine Deneuve. De l'autre côté, dans le même festival de Cannes, il y a La peau douce, film auquel elle tient évidemment beaucoup. Et c'est un échec complet. C'est elle qui veut faire du cinéma dans la famille. Et elle n'y arrive peut-être pas aussi bien qu'elle le voudrait. Un moment particulièrement douloureux pour Françoise d'Orléac. Meurtrie, elle décide de tenter sa chance à l'étranger. Tourne dans Gengis Khan avec Omar Sharif ou encore dans Cul-de-sac de Roman Polanski. C'est quelqu'un qui essaye dans toutes les directions et qui ne se satisfait de rien là pour l'instant, qui n'est pas contente encore de la carrière qu'elle voudrait avoir. D'Orléac l'a tourmentée. Sous ses dehors pleins d'entrain, la jeune femme dissimule une facette plus sombre. Jean-Paul Antoven est écrivain. Fasciné par l'actrice, il lui a consacré une partie de son livre « La dernière femme ». Il nous raconte ses doutes et ses superstitions. Elle était inquiète, oui. Elle disait même, puisque Jouvet lui avait proposé un grand rôle, et Jouvet est mort peu de temps après lui avoir proposé ça, et elle en a conclu qu'elle portait malheur. Je pense aussi qu'elle était en permanence en recherche d'un pivot, de quelque chose qui la solidifierait, qui l'équilibrerait. Des doutes qui portent également sur son physique, elle qui a pourtant été mannequin chez Dior. Sur ces images du tournage des Demoiselles de Rochefort en 67, on la découvre presque désespérée par son reflet, trop asymétrique selon elle. Luc, ça va, c'était toi, oui? Où est ce petit neneuil que je vois? Montrez-moi ce petit neneuil. Oh, qu'est-ce que je vois mal alors? De toute façon, il ne faut pas être symétrique. Ben alors je suis la reine, la symétrie. C'est ça le charme. Sur le plateau, le réalisateur Jacques Demy assiste à cette constante remise en question. Qu'elle soit timide et très complexée, qu'elle ne se connaisse pas du tout, qu'elle ne sache pas comment s'habiller, qu'elle ne sache jamais comment se tenir, elle ne sait pas quoi faire de ses bras. Tout ça, c'est vrai. Cette insatisfaction permanente, on la retrouve dans sa vie amoureuse. François Truffaut, Jean-Pierre Cassel, ils sont nombreux à succomber, mais elle ne parvient pas à trouver l'amour absolu qu'elle attend. Elle voyageait avec beaucoup de valises, énormément de valises. Elle voulait imaginer que là où elle allait, elle rencontre le grand amour et qu'il faille aller aux tropiques ou au pôle Nord.
il fallait prévoir toutes les situations pour le suivre partout. Ce grand amour, elle n'aura pas le temps de le trouver. C'est à côté de Paris, à Seine-Port, le village de son enfance, que se sont déroulées les obsèques de Françoise d'Orléac, morte tragiquement lundi dernier dans un accident automobile près de Nice. Le 26 juin 1967, Françoise d'Orléac est attendue à Londres pour la première projection des Demoiselles de Rochefort. Sur la route de l'aéroport, sa voiture percute un pylône et s'embrase. Elle vient d'avoir 25 ans. J'ai encore le souvenir très précis de l'enterrement de Françoise. Il y avait toute la génération qui était là, toute, qui pleurait la perte d'un être très, très, très singulier, très différent. Françoise d'Orléac, une demoiselle éternelle. Mademoiselle, puis-je vous revoir? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Voici l'enquête de grand public à présent. Elle nous mène au Chili, où a été exhumé il y a quelques jours le corps du plus grand poète du pays, prix Nobel de littérature, Pablo Neruda. Il s'agit de savoir si l'écrivain est mort d'un cancer, selon la version officielle, ou s'il n'a pas plutôt été empoisonné, comme l'affirment ses proches depuis 40 ans. Mais avec le poète qu'on déterre, c'est un bien sombre passé qui ressurgit, celui des artistes chiliens, persécutés, voire exécutés sous la dictature. Pablo Neruda, le fantôme du Chili de Pinochet, c'est une enquête signée Thomas Huchon. Il y a quelques jours, un événement bouleverse le Chili. Le corps de Pablo Neruda est exhumé de sa maison d'Isla Negra. Depuis 2 ans, une enquête sur la mort du prix Nobel est ouverte à Santiago. Elle remet en cause la thèse officielle, selon laquelle Pablo Neruda serait mort des suites d'un cancer le 23 septembre 1973, 12 jours seulement après le coup d'État du général Pinochet. Un homme n'a jamais cru à la version de la junte. Nous l'avons retrouvé au Chili. Son nom, Manuel Araya, l'homme de confiance du poète. Ils ont tué Pablo Neruda. Et jusqu'à mon dernier jour, je vais continuer à dire ce que j'ai expliqué à la justice en mai 2011, quand enfin au Chili, on a accepté ma plainte. Pablo Neruda n'était pas seulement un écrivain. Membre du Parti communiste, sénateur, il était avec le président Salvador Allende, la principale figure de la gauche dans son pays. Pendant les campagnes électorales, on voyait cet homme avec un poncho chauve qui, au lieu de nous faire des discours, il lisait sa poésie. Neruda a été canonisé de manière universelle. Ce n'est absolument pas mérité, car la majeure partie de son œuvre ne servait qu'à défendre le communisme. J'ai accompagné toute cette lutte pendant de longues années, alors j'ai fait mon devoir. Que s'est-il passé dans cette clinique le 23 septembre 1973 ? Neruda a-t-il été assassiné? Et pourquoi une telle enquête ne s'ouvre que 40 ans après les faits? Le long de l'océan Pacifique, au Chili, la maison de Pablo Neruda, à Isla Negra, là où il est enterré, là où il a passé ses dernières années. À 40 km de ce lieu de pèlerinage vit Manuel Araya. Chauffeur du poète, il l'a accompagné durant de nombreuses années et il n'a rien oublié des jours qui ont précédé la mort de son ami. Neruda était en très bonne santé. Jamais il n'a été dans un état critique. C'est par sécurité qu'il a été admis dans cette clinique le 19 septembre. Il devait en sortir le 22 pour quitter le Chili et se rendre au Mexique. Il quittait le Chili. À 4 heures de l'après-midi, Neruda nous appelle. « Venez vite, me dit-il. Un médecin m'a fait une piqûre au ventre et j'ai très chaud. » Manuel et Mathilde, la femme du poète, se rendent alors à son chevet. C'est la dernière occasion qu'aura Manuel de parler avec son ami. Pablo m'a dit « Mon camarade, on se voit dans 3 mois. Je vais contacter les gouvernements du monde entier, les intellectuels, mes amis. Et en 3 mois, je vais renverser Pinochet. » En vérité, Pinochet avait peur de Neruda. Quelques heures après cette discussion, Manuel Araya est arrêté et Pablo Neruda meurt dans sa clinique. À Santiago, l'éditorialiste Hermógenes de Arce, partisan du dictateur, rejette la thèse de l'assassinat. La préoccupation du gouvernement militaire était tout autre.
Au Chili, il y avait plus de 20 000 guérilleros en armes et la préoccupation du gouvernement militaire à l'époque était d'anéantir ces combattants illégaux. Je crois que Neruda ne faisait peur à personne. Peur à personne? Pablo Neruda était pourtant l'un des principaux opposants à la dictature de Pinochet. Ricardo Neftali Reyes est né en 1904 dans le sud du Chili. Il publie ses premiers poèmes à 19 ans et prend le pseudonyme de Pablo Neruda. Après plusieurs voyages en Europe, le poète s'engage dans la vie politique. En 1967, le musicien Ángel Parra a travaillé avec Neruda. Le fils de Violeta Parra, la plus grande chanteuse folk sud-américaine, nous reçoit chez lui à Paris, où il vit en exil depuis 40 ans. Je lui demandais de me donner quelques poèmes pour le mettre en musique. Et il est allé dans sa bibliothèque. Il est revenu avec une dizaine, une quinzaine de livres. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Comme poète, je le considère comme un génie des lettres, il n'y a pas de doute. Il suffit de lire ses œuvres. Mais j'ai une image très négative de l'homme, animé par des idées politiques qui ont fait du mal au Chili. En 1971, Neruda reçoit le prix Nobel de littérature et rentre s'installer à Isla Negra jusqu'au 11 septembre 1973. Ce jour-là, les forces armées soutenues par les États-Unis renversent le gouvernement de Salvador Allende. La terreur s'installe, les stades deviennent des prisons et les artistes sont particulièrement visés, comme Ángel Parra. J'étais arrêté, comme des milliers d'autres. Je n'aime pas beaucoup me mettre en premier plan mon cas. On était des milliers de Chiliens dans la même situation. J'étais au Stade national, j'étais interrogé, torturé, envoyé après dans un camp de concentration dans le nord du Chili. D'autres ne ressortiront jamais des geôles de Pinochet. Considéré comme le John Lennon sud-américain, Víctor Jara fait partie des milliers de victimes de la dictature. Pendant 3 jours, il est torturé par les militaires, qui lui brisent un à un les doigts pour l'empêcher de jouer de la guitare. On tue notre directeur, Víctor Jara. On l'a trouvé avec 41 impacts de balles dans son corps. Carlos Quesada et Hernán Gómez du groupe Quilapayún sont des miraculés. Ils ont échappé à la mort car ils étaient en tournée à Paris au moment du coup d'État. 2 semaines après, disparaît Pablo Neruda. C'était la démolition de notre culture nationale. Durant 17 ans, plus de 3000 personnes vont disparaître. 100 000 seront torturés. Parmi eux, Salvador Allende, Víctor Jara, peut-être Pablo Neruda. Hernán Gómez laisse peu de place au doute. Il y a d'autres opposants qui ont connu la mort, qui ont été assassinés par la junte. Donc on a le droit de douter aussi que Neruda ait pu être assassiné. Reste à savoir pourquoi il a fallu tant d'années pour ouvrir une enquête. Ce qui me paraît bizarre, c'est que ce soit passé tellement longtemps avant que le corps de Neruda soit exhumé pour faire cette investigation. Sous Pinochet, toute enquête était impossible. Depuis 1990 et le retour à la démocratie, la volonté de réconciliation nationale semble avoir pris le pas sur la recherche de la vérité. De leur point de vue, l'affaire Neruda, c'est les 3 maisons de la fondation qui marchent des tonnerres et des milliers de touristes qui viennent. Donc c'est une tâche, sortir de sa tombe, le poète, pour eux, c'est mon impression, ça ne présente pas bien. Surtout Mathilde, la veuve du poète, a toujours gardé le silence, par peur des représailles. J'ai dit de nombreuses fois à Mathilde, il faut que tu dises que Neruda a été assassiné. Non, Manuel, je ne ferai rien, m'a-t-elle répondu. En fait, elle avait peur de tout perdre, que ses biens lui soient confisqués. Dans un peu plus de 2 mois, les résultats de l'exhumation seront connus. On saura enfin la vérité. Mis à part tous ces doutes qu'on peut avoir, espérons que la lumière sera faite.
L'entretien de grand public cette semaine, c'est avec Romain Duris, l'un des acteurs les plus charismatiques du cinéma français. Dans les années 90, il a représenté Le Péril jeune, film culte, signé Cédric Clapiche, l'homme qu'il a découvert. 20 ans plus tard, le voilà à l'affiche de L'Écume des jours, le célèbre roman de Boris Vian, réputé inadaptable au cinéma, sauf peut-être pour le réalisateur Michel Gondry. Un nouveau défi donc pour Romain Duris, nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Bonjour Romain Duris. Alors cette interview va commencer par un petit questionnaire, c'est le questionnaire de grand public. Est-ce que vous êtes prêt, Romain Duris? Complètement prêt. Complètement. La musique qui vous rappelle votre enfance? Georges Brassens. Par rapport à mon enfance, ça évoque une cassette que j'avais chez mes parents. Donc pourquoi elle a été offerte à qui, je ne me rappelle plus, mais elle était là. Donc je crois que c'est la première fois que je mettais une cassette dans un appareil. Et c'était Georges Brassens. Et je me rappelle que j'étais sur le cul qu'il puisse dire des gros mots. Mais à un moment, il dit con. Et j'étais enfant et je trouvais ça incroyable qu'il ait la permission de le dire alors qu'il était écouté à la maison. Votre réplique culte? Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Je le dis moins bien que Jean-Paul Belmondo. Hein. Mais quand même, en plus, vous avez joué avec Jean-Paul Belmondo. Ouais. Je lui ai mis une gifle dans Paris. Et j'ai mangé le couscous avec lui en Tunisie. Et donc, je me rappelle très bien, on se retrouvait dans le petit boui-boui, manger les tagines, le couscous. Et c'était bon de le voir comme ça, humain, simple. Et puis, il aime bien déconner. Donc. Mais alors, justement, la première fois que vous avez dû justement lui mettre une gifle pour les besoins d'une scène, paraît-il que vous avez eu du mal, en fait. C'était ma première scène avec lui, surtout. Donc, ah oui, d'accord. On n'avait pas encore... Vous n'aviez pas encore mangé de couscous. Voilà. Donc, ouais, c'est très, très compliqué, ouais. Même si on est dans des personnages, lui, il n'arrêtait pas de dire vas-y. Ouais. Non, mais vas-y, mais là, vraiment, vas-y. Donc, j'y suis arrivé au bout de la... Ouais, je ne sais plus combienième, mais ouais. Il a aimé? Il vous a remercié? Il m'a avoué après que ça avait été la première gifle qu'il avait reçue à l'écran. La première vraie gifle? Ouais. Waouh! Le livre que vous offrez le plus souvent? Je conseille Paul Auster, mais... D'accord. La musique du hasard, ou je sais plus... Zweig, mais pas aux mêmes personnes. D'accord. Et L'Écume des jours, alors, est-ce que ça en fait partie? Je le conseillerais aujourd'hui après avoir vu le film de Michel Gondry. Mais concernant le livre, justement, vous vous souvenez du... Oui, quand est-ce que vous l'avez lu? Je me souviens, c'est quand j'ai écouté Bob Marley, donc il m'est passé un peu à côté. C'est-à-dire que... Enfin, je veux dire, on peut très bien écouter Bob Marley en lisant L'Écume des jours, mais il me manquait un truc un peu... moi c'était à l'époque, j'avais 15 ans, 15-16 ans, et j'aimais les livres qui me parlaient de choses un peu plus... enfin, pas un peu plus, mais des choses peut-être plus concrètes, plus réelles. C'est là-dedans que je voyageais. Voilà, le surréalisme, la poésie, j'étais pas sensible à ça. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que bien des années plus tard, vous acceptiez le scénario de Michel Gondry? C'est Michel Gondry, c'est son univers, c'est comment lui il fait du cinéma, et je trouvais que s'il y avait bien une personne qui pouvait s'en tirer avec L'Écume des jours, c'était lui. Je trouve que ça lui allait très bien, parce que dans ses images, dans ses films, dans ses clips, il a une façon comme ça de créer des effets et des images, peut-être un peu, je ne sais pas comment Boris Vian écrivait, mais on sent une espèce de folie de fabrication, de choses qui vont tenir, comme dans les phrases de Boris Vian. Mais alors justement... En tout cas, j'avais pas peur du côté bon élève, de quelqu'un qui aurait voulu prendre L'Écume des jours et faire du mot à mot, du page par page. Et je pense que le côté scolaire aurait été dangereux. Je savais très bien qu'avec Michel Gondry, ça allait se barrer ailleurs et que ça allait être du coup intéressant. Ouais. Beaucoup pensaient le livre inadaptable au cinéma. Inadaptable parce que trop de trucs qui se baladent partout, trop d'images jolies qu'on a envie de garder en tant que lecteur. Voilà, il faut un mec qui ait du culot. Mais alors comment est-ce qu'on trouve sa place en tant qu'acteur dans cet univers-là entre le surréalisme de Boris Vian et la folie créatrice de Michel Gondry? On n'a pas le choix, il faut la trouver. Mais comment vous avez fait, vous? L'histoire d'amour avec Chloé, elle est quand même importante et je pense que l'émotion et les sentiments dans le film, c'était notre cuisine à nous. Il fallait la vivre et que ce soit honnête, quoi. Donc j'ai essayé à chaque fois de ramener un truc humain. Bonjour. Bonjour. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. C'était un peu court, hein. Et
Quelles consignes il vous donnait, Michel Gondry, sur plateau, par exemple? Je pense à cette scène quand vous dansez le Bigle-moi et que vos jambes s'allongent toutes seules. Est-ce qu'il vous a donné des consignes particulières, des directions de jeu, justement, pour qu'il puisse, lui, intégrer ensuite ses effets? Parfois, il nous laissait totalement libre, parce qu'il devait sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est ça qui favorise toujours, hein, quand il y a un truc vrai qui se passe. Et puis parfois, il venait très précisément dire « Ok, attends, alors là, si tu peux dire ça plutôt comme ça, moi, comme ça, Audrey va te répondre comme si... » Voilà. Donc, on sentait parfois par des interventions tellement précises et brutales qu'il était là. Donc vous n'avez jamais perdu vos repères Si, tout le temps. Mais on était en confiance. D'accord. J'ai jamais perdu sa confiance. J'ai toujours... et je pense que je suis pas le seul. Tous les acteurs, parfois, on était paumés dans ce qu'on faisait, quoi. On savait plus... C'est vrai? Parce que d'un coup, ils nous faisaient reprendre la scène, mais alors, du coup... plus à la première phrase, et donc du coup on se disait mais attends, mais au début moi j'avais pris la bouteille là, donc c'est plus rare. Enfin, on était paumés dans un espèce de façon de faire du cinéma qu'on a forcément une habitude de faire, et ça c'était bon, et Michel cherchait ça, et ça moi j'adore. Il n'y a rien de pire que d'être dans un truc qu'on connaît, de routine. Hey Chick, bonjour. C'est ton nouveau cuisinier? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Il faut que tu bois mon pianoctel. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur. Tu as fait quelques fausses notes. Disons 2 ou 3 notes personnelles. T'as l'air heureux. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est quand même dégueulasse ce sentiment de solitude. Moi aussi, j'exige de tomber amoureux. Alors Michel Gondry, justement, vous décrit comme un acteur, je le cite, qui a un côté viril, masculin et en même temps une part de fragilité. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition ou vous auriez quelque chose à ajouter? La vois. Fragilité, je la vois. Ça, je la vois. Mais dans quoi vous la voyez? Là, je sais, j'ai conscience quand même un peu de qui je suis. La fragilité, sensibilité, ça, je la reconnais. Elle est forte. Là, c'est le printemps, je suis allergique au pollen, c'est pas pour rien. Donc voilà. Après, oui, le côté viril, ça s'impose parfois dans des rôles, puis parfois moins. Je joue plus avec ça. J'ai l'impression que la fragilité, elle est là tout le temps, quoi qu'il arrive, quoi. Et je pense que c'est une aide quand on fait ce métier, quoi. Je sais pas comment font les acteurs moins fragiles, mais moi, ça m'aide. Je veux dire, je l'écarte pas, cette fragilité. Mm-hmm. Alors, vous retrouvez à l'écran Audrey Tautou, que vous connaissez bien, puisque vous avez tourné avec elle L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, et vous allez la retrouver de nouveau dans quelques mois, puisque sort le dernier de la trilogie. Voilà, Casse-tête chinois. Le Casse-tête chinois, absolument. On vous a vu grandir à travers vos films de Cédric Clapiche, un peu comme Truffaut et Douanel. Est-ce que vous avez conscience aussi, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites aussi, ou est-ce que vous avez conscience de ce lien? Je sais pas comment ça se passe pour les autres, alors. Parce que j'ai conscience de ça. Il y a des gens, on a l'impression dans leur regard que je fais partie de leur famille. Et c'est même dingue d'ailleurs, parce que Casse-tête chinois qu'on vient de faire à New York, ouais. C'est fou. Et je l'ai dit à Cédric, je suis sorti du film, là je l'ai vu il y a 10 jours. Et on a l'impression que ces personnages ont continué leur vie, quoi. Mais nulle part, parce que je veux dire, c'est quand même moi et Audrey et Cécile de France. Mais on a l'impression, la vie est tellement favorisée dans le travail de Cédric qu'on a l'impression que les personnages ont évolué et ont grandi ailleurs. Mm-hmm. Ils ont une vraie vie. Ça paraît peut-être banal, mais c'est pas évident. Alors ça fait plus de 20 ans maintenant que vous êtes dans le métier, Romain Duris. Vous pensiez tenir jusque-là? Non, je ne pense jamais. Et là, je fais aucun plan sur la suite d'ailleurs. Le métier il reste comme ça. Hein. Je veux dire, si on fait des plans, je crois que c'est mort. Il faut que ça reste sur le moment, quoi, un peu. Mm-hmm. Merci beaucoup, Romain Duris, pour cette interview. Merci. C'est l'un des grands classiques des années Thatcher, Billy Elliot, ou l'histoire d'un jeune garçon qui préfère la danse classique à la boxe sur fond de grève des mineurs britanniques. La Dame de Fer a eu la peau des mineurs, mais pas celle de Billy Elliot. 13 ans après la sortie du film, la comédie musicale est toujours à l'affiche à Londres et elle continue de susciter des vocations. Génération Billy Elliot, les coulisses d'un triomphe, c'est notre décryptage cette semaine. Eddie Pizzardini. Danser, un rêve de petit garçon. À 14 ans, Kane est une vedette en Angleterre. Il est l'un des interprètes de Billy Elliot et son histoire serait presque celle du héros de la comédie musicale. J'ai demandé à ma mère de passer une audition. J'ai attendu qu'on me rappelle
J'étais tellement excitée, et quand ma mère a reçu l'appel, j'en ai pleuré. J'ai même crié. Inspirée du film, la comédie musicale Billy Elliot est à l'affiche depuis 2005 à Londres. Près de 9 millions de spectateurs l'ont vue à travers le monde. La recette d'un tel succès, l'histoire d'un jeune garçon dans l'Angleterre sinistrée des années Thatcher qui choisit à contre-courant des préjugés la danse comme moyen de réussite sociale. Un destin de rêve, mis en musique par la légende Elton John. Ça touche le cœur et l'imagination des gens juste quand il le faut. C'est un voyage fantastique. Chaque soir, nous recevons une standing ovation sur les 3 étages du théâtre. Les gens apprécient les efforts fabuleux des enfants pour rendre ce show si brillant. Et si le succès de Billy Elliot avait définitivement changé la perception de la danse et sa place dans la société? En périphérie de la capitale, nous voici sur l'un des sites de la Royal Academy of Dance de Londres. Grâce à l'argent de la fondation Billy Elliot, l'Académie royale de danse organise un week-end Boys Only, les garçons seulement. Il s'agit d'un week-end de détection de jeunes talents de 7 à 9 ans. Ils sont nombreux, une soixantaine de tous milieux sociaux, à se présenter devant la responsable. Beaucoup de garçons qui viennent ici ont vu le film ou la comédie musicale. Ça a été une révélation pour eux et ça les a incités à se lancer dans le ballet. À l'origine de ce phénomène, il y a d'abord ce roman de 1935 d'Archibald Joseph Cronin. 65 ans après, il va en partie inspirer le film Billy Elliot. Malgré un budget modeste, un casting sans vedette, le film séduit bien au-delà du Royaume-Uni. Il est même nominé 3 fois aux Oscars. 5 ans plus tard, sous la baguette de Stéphane Daldry, le même réalisateur, la comédie musicale amplifie le phénomène. Même les spécialistes sont épatés par l'ampleur de cette réussite internationale qui s'étend jusqu'à Broadway. C'est surprenant par exemple de voir que cette pièce marche à New York alors que c'est une histoire typiquement anglaise. Mais l'idée qu'un jeune garçon réalise son rêve d'enfant, ça c'est ce que les Américains adorent. Car l'histoire de Billy Elliot, c'est d'abord celle d'un mineur du nord-est de l'Angleterre, interprété par ce comédien. Avec le recul, on se dit, mais comment pouvait-on s'habiller comme ça? En toile de fond, l'Angleterre des années 80, celle des années Thatcher, de la grande grève des mineurs brisée par la Dame de Fer. Un traumatisme qui a inspiré à Elton John l'une des chansons phares du spectacle, une chanson qui se réjouissait par avance de la mort de Margaret Thatcher. La période concernée est très importante pour les Britanniques, pour leur culture et leur histoire politique. Tout le monde se rappelle combien cette période était dure à vivre. Et le fait que cet enfant réussisse dans ce contexte, c'est un sentiment fabuleux. Et voilà comment le succès de Billy Elliot a pu faire tomber des barrières dans le milieu de la danse. Retour à la Royal Academy of Dance pour le week-end Boys Only, l'opération de détection masculine. Philippe, le professeur de ballet, a pu mesurer l'évolution des mentalités ces dernières années dans son milieu. Comment les gens réagissent-ils quand ils apprennent que vous êtes professeur de danse? Je ne pense pas que les... Quand j'ai commencé à enseigner le ballet, les gens me disaient « mais vous ne ressemblez pas à un danseur ». Alors je leur répondais « mais à quoi ça doit ressembler un danseur ?» Les gens ont des idées toutes faites sur ce que doit être un danseur de ballet. C'est juste une question de lacune dans leur éducation. Voilà pourquoi ces stages pour garçons sont organisés, pour qu'il n'y ait plus ce complexe du danseur face à la danseuse. Elijah a 7 ans, il a déjà dû affronter les préjugés. À l'école, quand je leur ai dit que j'allais faire du ballet, ils se sont moqués de moi. Mais je n'y ai pas fait attention, parce que j'adore le ballet. Elijah, comme ses copains, seront peut-être un jour les futurs Billy Elliot. Au Théâtre Victoria de Londres, où se joue la comédie musicale, David Macy, le directeur de la troupe, veille à tout. Et c'est lui qui, en coulisses, doit gérer la vie des jeunes danseurs qui ont réussi à décrocher un rôle.
L'essentiel de mon travail est de faire en sorte qu'il soit heureux, qu'il soit bien traité, en bonne santé, qu'il soit toujours en forme. Parce que ce que nous leur demandons, c'est quelque chose d'exceptionnel. Millie, 6 ans, joue la sœur de Billy Elliot dans le spectacle. Parfois, c'est un peu épuisant parce qu'on travaille du matin jusqu'au soir. Et c'est fatigant même quand il n'y a pas spectacle le soir. Nous allons à l'école le matin, puis le lunch à midi. Ensuite, de 14h à 17h, nous avons entraînement. Du ballet, des claquettes, un peu de tout ça, pour être prêt pour le show du soir. Et pour assurer une telle performance chaque soir, la troupe fait tourner 3 jeunes garçons différents en alternance pour ne pas jouer avec leur santé. C'est ça qui est incroyable pour un acteur, de voir comment un enfant peut repousser ses limites. Et c'est absolument phénoménal de voir la réaction du public à cette performance. C'était fantastique, absolument fantastique. Le petit qui joue Billy Elliot est fantastique, incroyable danseur, acteur, super chanteur du grand spectacle. Mon passage favori, c'est quand il apprend à danser à l'école de danse. Qu'il apprend le sens du rythme. La semaine dernière, la comédie musicale a été rattrapée par l'actualité. Le jour de la mort de Margaret Thatcher, les producteurs ont posé aux spectateurs une drôle de question. La chanson anti-Thatcher, composée par Elton John, doit-elle ou non être conservée dans le spectacle? Réponse unanime du public, oui. Dans notre agenda culturel cette semaine, le nouveau film de Wong Kar-wai, The Grandmaster, consacré au grand maître du kung-fu en Chine, également professeur d'un certain Bruce Lee. Le chanteur belge Arnaud en roue libre et puis le plus beau duo de photographes, Pierre et Gilles, qui nous révèlent ce qui se cache derrière leur objectif. Ce sont nos incontournables cette semaine. Julien Pau. Le kung-fu, 2 mots. Horizontal, vertical. Celui qui le maîtrise restera seul debout. Tu ne crois pas? Hier est sorti The Grandmaster du réalisateur Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, c'est le César du meilleur film étranger en 2001 pour In the Mood for Love, le réalisateur de 2046 en 2004 et le président du jury du Festival de Cannes en 2006, rien que ça. Avec Grandmaster, il retrace la vie d'Ip Man, maître légendaire du Wing Chun, un des styles du Kung Fu et futur mentor de Bruce Lee. Il y a 30 ans, j'ai accepté de diriger l'ordre chinois des arts martiaux. Mais je suis vieux désormais. Plusieurs écoles spectaculaires se confrontent dans le film. Harry Donino, maître de Kung Fu Wushu à Paris, nous explique pourquoi l'acteur fétiche de Wong Kar-wai, Tony Leung, nous bluffe autant. On appelle le Chan Chuan, qui veut dire boxe du Nord, et c'est très acrobatique, très aérien, c'est avec des flips, avec des sabres, des armes dans les mains, faire des flips, des cascades, et c'est déjà, comme on dit, une fois qu'on fait du Chan Chuan, on est déjà cascadeur. En face de lui, l'autre actrice fétiche du réalisateur, Zhang Ziyi, et une autre école. Wing Chun, c'est une technique de femme inventée par une femme. Et le Wing Chun, c'est travail très près du corps. Et les coups de pied sont très bas parce que c'est une femme qui portait, à l'époque, on avait les robes longues, qui faisaient qu'on ne pouvait pas tellement lever la jambe. Allez voir le film et choisissez votre style. Vous ne ressortirez pas indemne de l'exposition Dynamo au Grand Palais et c'est tant mieux. Un siècle de travail, 142 artistes pour 200 œuvres et un point commun, perturber la perception, soit avec le mouvement, soit avec la lumière. Ce cadre en soi n'a pas d'intérêt, si on veut. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit derrière, ou comment ceux qui sont derrière nous nous voient évidemment de l'autre côté. C'est ce qu'on va voir par exemple avec l'expérience que je vais faire en me déplaçant, et on va voir que je vais être complètement transformé. Ça ne sera plus moi, mais ça sera toujours moi vu d'une autre façon. Et donc, vous voyez, si je passe comme ça derrière cette œuvre de Le Pape, on voit évidemment quelque chose de complètement différent. Je suis décomposé, recomposé, je perds ma nature, j'en trouve une autre et d'un seul coup, c'est de nouveau moi-même. Jean Tinguely, Vasarely, Delaunay, Marcel Duchamp ou encore Alexander Calder, ils sont tous là. Alors d'accord, il va y avoir beaucoup de monde au Grand Palais, mais c'est jusqu'au 22 juillet
et c'est incontournable. Après le succès de son premier livre, La vie commence à 20h10, Thomas Raphaël, 30 ans, récidive avec Le bonheur commence maintenant. Une nouvelle comédie drôle et caustique à travers la vie de 3 colocs trentenaires. Une série télé ambiance Friends, à lire plutôt qu'à regarder. Après 3 ans de travaux et 25 millions d'euros investis par la mairie de Paris, le mythique palais du cinéma, le Luxor, au métro Barbès, a réouvert hier. Il s'agit là d'une architecture pure style art déco néo-égyptien avec hiéroglyphes et têtes de pharaon. Ce cinéma classé est considéré comme un des plus beaux au monde. 1 440 000 €, beau record pour ce tableau de Charles Lebrun de 1647 vendu lundi chez Christie's France. Pour l'anecdote, l'œuvre a trôné pendant 30 ans dans la suite Coco Chanel du Ritz et a été redécouverte par hasard lors des travaux de rénovation de l'hôtel. Jolie prise. Depuis 1976, Pierre et Gilles tirent le portrait d'anonymes et de personnalités. Décors soignés, lumière très travaillée, univers enchanté ou borderline, certaines œuvres sont aujourd'hui de grands classiques. Des centaines de rencontres quelquefois improbables, voire magiques. Mireille Mathieu, quand la photographiait, elle pensait qu'on allait la faire en Madone. Et non, on a eu une inspiration chinoise avec un dragon et tout ça, parce qu'elle est très connue en Chine. Et elle était surprise, mais on voulait garder sa coiffure, c'est quand même important. On va pas demander à Mireille Mathieu de poser nue, par exemple. C'est pas de l'irrespect que de faire poser Mireille Mathieu nue. Non, mais c'est pas son truc, hein. Elle aurait pas aimé ça, je pense pas, non. Pierre et Gilles ont sorti hier un livre, Derrière l'objectif, pour dévoiler ce mélange de photographie, de peinture et de retouches informatiques, mais pas trop. Il n'y avait pas d'ordinateur quand on a commencé, c'était déjà là. On était avant l'ordinateur, nous. Hein. Photoshop n'existait pas au début. Hein. Wake up, rise up, we're the best. Arnaud, vieux briscard belge de la scène européenne, sort son 12e album, Future Vintage. Un grand cru 2013, inventif et surréaliste comme sa pochette et son dernier clip, en référence directe à Magritte. Entre deux concerts, nous l'avons alpagué, histoire de parler eau chaude, anarchie et culture. Moi je vous dis, dans la vie d'un journaliste, il y a avant et après avoir interviewé Arnaud. Je dis toujours, pour se cultiver, on doit se mouiller. Dis mémé à Pépé. Ok. En bon communicant, Arnaud n'a pas l'air de trop se soucier de son image. Et c'est ce qu'on aime. C'est pas télé, quoi. J'ai de l'eau chaude. C'est vrai que c'est bien, l'eau chaude, surtout quand on est en tournée comme lundi prochain à l'Olympia. Est-ce qu'il y a de l'eau chaude à l'Olympia? Touchant et teigneux, Arnaud prône une grande et belle rébellion. Je dis, rock on, motherfucker. On a besoin d'un nouveau révolte, quoi. Un nouveau anarchie. Je sais pas. Mais les gens, ils sont en train de... Il fait dodo. Arnaud fait dodo. Pépé fait dodo. Mémé fait dodo. Bon, puisqu'on n'a plus rien à perdre, tous à l'Olympia lundi pour partir en beauté, la fête s'annonce belle. Écoute, figure-toi que tout le monde est comme moi, on est dans la merde. Direction Marseille pour notre rencontre ce soir avec un groupe mythique, pionnier du rap à la française, à la marseillaise même, j'ai nommé IAM, 25 ans de carrière. À quelques jours de la sortie de leur nouvel album événement lundi prochain, les rappeurs nous ont ouvert les portes de leur maison, mais aussi de leur répétition en coulisses. Pourquoi ne sont-ils pas associés à Marseille 2013, capitale européenne de la culture? Comment durer dans le rap sans perdre son âme? Bon son et coup de gueule garanti. Regardez. À l'heure où trop de gens se courbent, certains gardent la tête haute, les convictions se respectent. Nous sommes à Marseille.
Bonjour. Bonjour Akhenaton. Aïda, très bien. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Merci de nous accueillir pour grand public. Je sais que c'est une journée un peu particulière pour vous aujourd'hui. Parce que vous avez des répétitions auxquelles on va assister, évidemment. Et vous nous invitez chez vous. Merci beaucoup. Donc. Ah oui, là on est vraiment dans le cœur du studio, c'est ça, je peux appeler ça comme ça? Ouais, c'est le cœur du studio où il y a les machines centrales qui sont là, où on fait tous nos instrus, enfin une partie de nos instrus. Là on est dans la composition, et vous, Akhenaton, vous écrivez quasiment tous les textes avec Joe. Et je suis très curieuse de savoir comment est-ce que vous composez, est-ce que vous mettez dans un état particulier, dans une pièce particulière, est-ce que vous pouvez nous raconter ça? C'est dans la pièce qui est juste derrière, là-bas, j'ai mon petit fouillis, je m'assieds sur le canapé. Ah bah là je suis obligée de vous demander de nous y emmener. Oui, moi mon état particulier c'est le café et le thé. En général je finis les journées un peu... Donc j'ai mes enchaînements de café ou de thé à la menthe. L'écriture c'est plus là, je m'isole. J'ai mon petit canapé, mon petit ordi et mes enceintes. Ouais. Je m'assieds là. J'arrive des fois ici avec l'idée. Ouais. Alors en général je vais là, je m'assieds. Donc si j'ai l'idée, j'embraye de suite et je fais tourner l'instru sur l'ordi et je mets ma musique et ça peut m'arriver de rester assis pendant des heures à écrire 2 lignes, ou ça peut m'arriver de rester là une demi-heure et d'écrire un texte entier en une demi-heure. Il n'y a pas de règle. Puis après, ça c'est par exemple, c'est tous mes brouillons, tous les derniers, donc voilà, il y a tous les textes qui traînent là. Après, je les recopie. Du coup, vous n'avez pas de vinyle. Je suis surprise de ne pas avoir de vinyle. Si je vous mène voir les vinyles... donc il y a une pièce pour les vinyles en fait, c'est ça? 2? Ah oui. Là, il y a des vinyles de soul, c'est presque essentiellement des vinyles de soul. Là, il y a nos vinyles, il y a tous mes souvenirs, il y a même des machines très précieuses. C'est-à-dire que, pareil, je vous ai montré tout à l'heure la SP12, mais il y a tous les sampleurs qui ont compté dans l'histoire des SP12, il y en a 3. Ça, c'est celui avec on a fait le Mia. Celle-là. C'est avec celle-là qu'on a fait le Mia et tout le maxi du Mia, les inédits. Donc j'ai gardé même les machines. Et puis même au niveau des disques, il y en a un que je pourrais pas retrouver, mais qui est carrément pour moi le disque le plus précieux, parce que c'est le disque d'Eric B. et Rakim. C'est vraiment eux qui m'ont donné envie de rapper. Il est là. Ah. Voilà. Alors là, en plus, même vous le prenez avec une attention particulière. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à New York en 86, j'ai écouté pour la première fois Rakim, ça a été le choc de ma vie au niveau du rap. Pour moi, il a changé beaucoup de choses. Si aujourd'hui je suis là, je pense c'est un peu grâce à ce disque-là. Voilà. J'ai pas dû le faire tourner quasiment depuis l'époque, puisque comme le... C'est vrai? Ouais, comme j'ai l'album en CD maintenant. Ah. C'est la première fois où il y avait des samples comme ça. D'accord. La manière de rapper. Alors à l'époque, les groupes de rap étaient abordables aux États-Unis, à New York, et chaque fois que j'allais au Latin Quarter Club, c'était le mardi soir, on pouvait les croiser. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts, de votre évolution, et quand vous voyez le chemin parcouru, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Ce que je ressens d'abord, c'est de la fierté, parce que ça a été peut-être plus compliqué dans les débuts. On a fait un premier album autoproduit qui s'appelle Concept en 1989. Moi, j'ai dit, je fais l'album autoproduit et je pars vivre à New York. J'en ai marre de la France et j'étais établi là-bas. Et c'est Keops qui m'a appelé, je me rappelle à l'époque, il m'a dit il faut que tu rentres, écoute, on a une occasion incroyable, on doit faire la première partie de Jean-Louis Aubert pour l'inauguration du Virgin Megastore à Marseille. Tout du rap, hein. J'ai dit je veux rentrer, j'y suis allé, j'ai fait le concert, on a été signé de suite après dans les loges. Ah, oui, le soir même. Voilà, je suis reparti récupérer mes affaires en fait, et après quand je suis rentré, de suite on a commencé à enregistrer l'album Planète Mars. Et ça a été le début de l'aventure IAM. Jusqu'à aujourd'hui, les arts martiens. Jusqu'à aujourd'hui, le théâtre du Moulin. Je crois qu'on est un petit peu en retard. On est un peu en retard. On va y aller. On rejoint les autres membres du groupe. Allez, on va les rejoindre tout de suite.
on se trouve où? Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs où est-ce qu'on est, ce qu'on est en train de faire? Donc là, on est actuellement au Théâtre du Moulin, on est en filage. On s'est déjà fait beaucoup de répétitions en amont et là, vraiment, on fait les dernières mises au point, les réglages de scène. Vous nous présentez un peu tout le monde, est-ce qu'ils ont changé? Non, il y a DJ Keops qui est toujours fidèle à son poste, là-bas, au fond, dans le noir. Imhotep qui est... il a changé en mieux. Shuriken, Kefren qui doit être en train de se préparer aussi derrière. Ouais. Et voilà, l'équipe est au complet. Eh bien, écoutez, on va essayer de se faire tout petit pour vous regarder. Et on vous revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On est prêt? Oui. Par contre, Pascal, il a disparu. Bruno, tu veux faire la caméra devant? C'est bon, vous dites ça tourne? L'audio, c'est par attaque en éther. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève et voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Vous signez les textes, toujours, Joe et Chill. Et dans les chansons, justement, il y en a une qui s'appelle « Les raisons de la colère ». Vous êtes toujours en colère aujourd'hui? Il y a toujours une forme de colère quand on a des enfants et qu'on voit l'état du monde. C'est une colère, mais on cible bien. Par exemple, je fais référence à un fait d'actualité récent, par exemple, sur l'affaire Cahuzac. Moi, la question qui m'importe le plus, c'est comment ça se fait que des médecins ou des ministres perçoivent de l'argent des laboratoires versés en Suisse et que tout ceci a l'air normal. La question, c'est essentielle, c'est quel est le pouvoir de ces laboratoires pharmaceutiques? Et vous croyez que la médecine aujourd'hui, elle est libre en France? Elle n'est pas redevable? Quand on se tue à la tâche, pour rien dans la récolte, normal que les vents portent la révolte, que la terre où l'on marche est labourée par des molaires. Comprenez-vous au moins les raisons de la colère? J'ai toujours le feu depuis le jour où j'ai croisé sa route. J'ai appris à voir dans le noir et oxyde tous mes doutes. C'est vrai que cette année, c'est particulier, puisque bon, il y a vos 25 ans et il y a aussi Marseille, votre ville de Marseille, capitale européenne de la culture. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette Marseille-là, capitale européenne de la culture? Se reconnaître, oui. Aujourd'hui, dans le programme, non, on ne s'y reconnaît pas. Pas seulement parce qu'on n'y est pas, mais parce que vraiment notre culture est sous-représentée dans les manifestations. Mais c'est à l'image de ce qu'est le territoire, le pays, où les subventions subventionnent le théâtre, l'opéra, qui concerne 0,5% de la population. Et ces formes de culture, ces formes d'art... Ils prennent 50% des budgets. Voilà, prennent 50% des subs. C'est un vrai problème. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent sur tous les territoires. Nous, on leur a proposé... on va être très clair, on leur a proposé très tôt de faire un lieu, d'avoir une salle, des lieux, faire des ateliers, faire un vrai travail dans les quartiers nord pour qu'il puisse y avoir des salles de concert, un haut lieu du hip-hop, pour que cette ville-là existe réellement. Et puis d'un oui, c'est passé à oui mais, à un non, et puis finalement on n'a rien eu. On n'est pas programmateur de festival, nous c'est pas notre métier. On voulait faire un truc pour notre ville. Et cette mauvaise foi, elle est terrible. Elle vient des gens qui sont les élites soi-disant de cette ville. Pour moi, ce sont des élites qui me font penser aux élus d'après-guerre. Ils ont 50 ans de retard. Du balai. Je vais explorer le royaume de dictateur, en devenir le détenteur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Si je vous demande à chacun d'entre vous le souvenir de votre carrière, qu'est-ce qui vous a marqué, un souvenir marquant? Mars 2008, 14 mars 2008, Égypte. Un concert. concert au pied des pyramides. La carrière, exactement. Moi, je me suis retourné pendant le concert, pendant où va la vie. Fois aussi. Et il y a eu des frissons. C'était impressionnant avec le coucher du soleil. C'est ça, gros projecteur. Ouais. Projecteur céleste. Et du coup, il y a un rêve, une envie aujourd'hui qui vous titille? Ouais, jouer sur Mars. Bah, vous êtes déjà sur la planète Marseille, enfin. La planète rouge. Petit frère, ouais. Petit frère, ouais. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Marche à peine et veut des portes de Saint-Dieu. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Mais écoutez, je voudrais vous remercier. Vous savez que la prochaine fois que vous serez sur scène, il y aura plein de gens en face.
Ben oui, on espère. Ça sera à Rennes, me semble-t-il, le 27 avril. Ouais, exactement, dans pas longtemps. Et l'album sort lundi. Lundi. Voilà, exactement. En tout cas, je vous remercie tous pour ce moment passé avec vous, ce moment privilégié. C'était un vrai bonheur. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Rejoignez-nous sur Internet, via les réseaux sociaux ou sur le site france2.fr si vous voulez revoir grand public. On se quitte comme chaque semaine avec un extrait culte. Et ce soir, nous avons choisi un film du grand Elia Kazan, Sur les quais, sorti en 1954 et qui ressort dès la semaine prochaine en version restaurée. C'est l'histoire d'un meurtre sur fond de corruption des dockers. Le film gagnera 8 Oscars à l'époque, dont 2 pour les acteurs de la scène que nous avons sélectionnés pour vous. Marlon Brando qui essaie de reconquérir sa belle Eva Marie Saine. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. À jeudi prochain. I want you to stay away from me. I know what you want me to do, but I ain't gonna do it, so forget it. I don't want you to do anything. You let your conscience tell you what to do. Shut up about that conscience. That's all I've been hearing. I never mentioned the word before. You just stay away from me. Edie, you love me. I want you didn't to say... say I didn't love you. I said stay away from me. I want you to say it. Stay away from me. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.